Bonjour, shalom, assalamu alaikum. C'est le lundi 7 décembre 2020. Il est 11h à Lomé ici, la même heure qui sonne auprès de vous qui nous écoutez sur Radio Lumière à Neho, Radio Centrale FM à Sokode, Radio Sam FM à Niamtougou, Radio Daoula à Bassa, Radio Courtoisie à Dapon, où nous étions la semaine dernière. Et selon le pays, nous vous saluons, vous qui nous écoutez également sur tous les continents, les différents pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie, des Amériques, d'Océanie et sur toutes les îles. À la technique aujourd'hui, Victor Boykakou Michel Tomenga qui va être rejoint incessamment par Géraud Dakoucha et les confrères qui s'installent ici au studio. Commençons par Jacques Djakouti qui n'est plus à présenter, qui vient partager ses points de vue aujourd'hui. Bonjour Jacques. Bonjour Sass, bonjour aux auditeurs, aux auditrices de Canal FM. Ou bien plutôt, je voudrais vous saluer dans votre langue fort. Ayandi. Merci. Okay. Donc, Aliro Moro Tchakala de Corée de la République, bonjour. Bonjour Sass, bonjour au président Djakouti, bonjour au confrère Didier Assoba. Je souhaite un très joyeux anniversaire à Tchakala Rachida, qui souffle une bougie de plus. Je lui souhaite le meilleur. Et toujours. C'est votre épouse ou votre fille? J'ai dit Tchakala, c'est un membre de la famille. Ok. Donc c'est une cousine. Et puis toujours le même coucou à Benjamin Larrey, mon cher frère et ami, que j'appelle très affectueusement Wawa. Merci. Un Kotokoli et un Moba, cette guerre entre guillemets ne finira jamais. Didier Sogba de Togo Breaking News, bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM, bonjour aux aînés en studio et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci. Au menu de cette émission, nous allons parcourir l'actualité au Togo qui est assez riche aujourd'hui. Il y a des nominations à la Cour suprême du Togo et également à la tête des forces armées togolaises. Nous allons en parler. Nos amis Gérard Djossou et Brigitte Adjamango Johnson qui se retrouvent depuis vendredi inculpés et incarcérés à la prison civile quelque part, c'est pas le même où. Et puis le parti politique, les forces démocratiques de la République, FDR, qui viennent de tenir leur conseil national. Voilà le menu du club de la presse de ce jour que nous introduisons avec cette pensée du jour. C'est Louis Potio qui a écrit, citation, « Ne défends pas tes idées à tout prix, cherche plutôt la vérité. » Encore une fois, la pensée du jour nous exhorte à ne pas défendre nos idées à tout prix, mais plutôt à chercher la vérité. Eh bien, chers amis, je voudrais en prélude à cette émission saluer deux grandes personnes au sommet de l'État. Il s'agit d'abord de la première ministre Victoire Sidemeho Tomenga Dogbe, qui vient de perdre une parente, une sœur à elle, c'est Madame Visseho Delphine Tomenga, décédée en France. Et aujourd'hui même, il y a une messe qui sera célébrée en l'église Notre-Dame en France, à Juvisy-sur-Orge, et la même messe qui sera célébrée à l'église Saint-Martin de l'Ouganda, à l'occasion de l'inhumation de la sœur de la première ministre, Dame Visseho Delphine Tomenga. Ça, c'est d'un de deux. Saluer également un ami, grand personnage de l'État, c'est le désormais ex-président de la Cour suprême, Monsieur Patrice Akakovi Gamato, qui part à la retraite. Et nous allons parler de la Cour suprême dans un moment. Eh bien, chacun a salué les siens, à moins que Jacques a un petit mot introductif. Non, juste comme vous l'avez si bien dit, présenter les condoléances au Premier ministre. Vous savez, le fait de perdre un autre cher, c'est souvent un peu difficile, mais que le Seigneur apaise les cœurs et console également les cœurs également par les familles
Et vous avez énoncé tout à l'heure, vous avez parlé de Gamato qui est parti à la retraite. Et notre ami de tous les temps, Abdoulaye Yahya, que j'ai eu le plaisir de joindre au téléphone ce matin. Je crois que c'est une très bonne chose, le fait de partir et que d'autres encore prennent la place. Vous savez, dans cette vie, c'est comme une chaise musicale. Hein? Vous venez, vous repartez, vous amenez votre tête chez le coiffeur, vous quittez, l'autre s'assoit. Donc c'est pour vous dire que c'est une continuité. Nous souhaitons bonne chance à M. Abdoulaye Yahya et condoléances également au Premier ministre, Mme Victoire Dogbe. Merci. Ceci étant, nous introduisons l'émission avec nos regards tournés vers nos parents, nos voisins de l'Ouest, le Ghana. Le Ghana qui organise des élections générales aujourd'hui. Pour la présidentielle, ils sont 13 candidats, mais il semble que le jeu va se jouer entre le président sortant, Nana Akufo-Addo, et son prédécesseur, John Dramani Mahama. Liberté dit que ces élections risquent d'être indécises chez nos parents de l'Ouest, le Ghana. Didier Assogba, une intention à l'endroit de nos parents et amis voisins de l'Ouest. Bien entendu, le Ghana, tout le monde a quelques liens avec le Ghana, même si ce n'est pas des liens de famille, c'est des liens notamment d'affection. C'est un pays que nous connaissons tous bien, que nous chérissons pour la maturité de la démocratie qui est là-bas, mais aussi pour les liens historiques avec notre pays, le Togo. Une partie du Togo s'est retrouvée dans le Ghana, donc le Ghana c'est finalement une partie du Togo. Et donc tout ce qui se passe au Ghana nous interpelle à plus d'un titre. Et donc ces élections, il y avait des présages apocalyptiques par rapport à ces élections présidentielles au Ghana, où il y avait des intentions, des gens avaient parlé de violence qu'il devrait y avoir. Mais peut-être que la nature, sachant bien faire les choses, la mort de J.J. Rawlings a dû apaiser les tensions et ramener les ardeurs des uns et des autres au calme. Et la campagne électorale s'est déroulée de façon assez sobre, assez calme, assez civilisée. Et on attend également que l'élection qui se déroule là-bas aille jusqu'à son aboutissement pour que la démocratie au Ghana puisse être confirmée et puisse être une pratique assez enviable dans la sous-région ouest-africaine, parce que la sous-région, la démocratie se détériore dans plusieurs pays autour du Ghana. Et le Ghana a désormais ce défi-là de confirmer cette maturité-là. C'est ce qui se fait, notamment avec cette entente entre les deux candidats, enfin les deux favoris, le président sortant Nana Akufo-Addo et son prédécesseur John Mahama, qui ont dû signer un code, un accord de non-violence à l'issue de la proclamation des résultats. Je pense que ça confirme les prétentions qu'on a à l'endroit du Ghana. Vivement que les résultats reflètent le verdict des urnes, surtout la volonté des citoyens ghanéens qui ont voté pour que le Ghana sorte de là très calme et non touché. Scrutin indécis, comme l'écrit Liberté, pendant que Togo Matin confirme ce que vient de dire Didier Assogba, à savoir que les deux principaux protagonistes, à savoir le président sortant Nana Akufo-Addo et son prédécesseur et principal challenger John Dramani Mahama, qui ont signé un pacte de paix qui scelle une présidentielle pacifiée. Au terme de ce pacte, les deux candidats en lice s'engagent à reconnaître les résultats des élections tels que les instances les proclameront, ces résultats. À l'Héro Tchakala, ils sont au total 17 millions d'électeurs au Ghana. Les bureaux de vote ont ouvert et vont fermer à 17h. Les citoyens ghanéens qui vont voter dans près de 33 000 bureaux de vote. Et Didier Assogba rappelait également le contexte électoral quelque peu vicié autour du Ghana. Alors, est-ce que vous pensez que le Ghana va confirmer tout le bien que nous pensons de ce pays depuis près de 20 ans?
Non, ce pays, ce géant en matière démocratique a toutes les chances de nous offrir quelque chose encore de beau, quelque chose qui renforce l'enracinement de la démocratie dans ce pays, frères et amis, au nôtre. Nous avons des liens séculaires avec ce pays et il y a beaucoup de Togolais qui vivent au Ghana comme chez eux et la démocratie va être le premier gagnant de ce scrutin parce que avec l'accord scellé entre les deux principaux challengers, je crois que cela augure de très bonnes choses pour la suite. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Ça ne veut pas forcément dire qu'on met les 15 autres candidats en dehors d'une logique de jouer au trouble fait, mais ça veut dire que au niveau des deux grands bords que représente le président sortant Nana Akufo-Addo et son prédécesseur John Dramani Mahama, il y a de fortes chances que certains militants viennent quand même à bomber le torse et à muscler un tout petit peu. Donc, cette entente signée aura le mérite d'apaiser un peu la situation. Mais je dirais tout simplement que vivement que ces Ghanéens emboîtent le pas à nos frères du Burkina qui se sont comportés de façon très élégante. Oui, c'est vrai, tout autour d'eux, notamment en Côte d'Ivoire et peut-être très loin en Guinée, les choses telles qu'elles se sont passées là-bas n'honorent pas nos démocraties naissantes, mais avec ce que le Burkina a eu à réaliser dans l'absolu apaisement, avec les vaincus qui ont salué sans attendre le résultat final proclamé par la Cour constitutionnelle, aller saluer le vainqueur qui est le président Kaboré. Je crois que si au niveau du Ghana la même tendance aussi venait à se confirmer, c'est la démocratie qui va se renforcer dans l'espace, comme a eu à le confirmer le chef de la diplomatie togolaise Robert Dussé, qui voit dans l'espace sous-régional ouest africain quelque chose de formidable qui est en train de se passer. Merci. Donc, jour d'élection générale au Ghana, 13 candidats en liste pour la présidence. Est-ce que le Ghana va confirmer ce à quoi ce pays nous habitue depuis 1992, et comme viennent de le faire nos parents et voisins du Burkina Faso, ou bien est-ce que le Ghana va faire comme ce qu'on a vu il n'y a pas longtemps en Guinée ou en Côte d'Ivoire, des situations quelque peu qui interpellent. La preuve, lors de la dernière session du Conseil de l'Entente, le président du Conseil en exercice, Robert Dussé, émettait le vœu vivement que les élections présidentielles à venir au Bénin et au Niger se passent également bien. Jacques Diakouti, voilà l'Afrique de l'Ouest qui connaît une série d'élections, celles qui se sont passées bien et dont nous parlons, et également celles qui sont devant nous. Je crois que pour ceux qui ont eu la chance de suivre un peu la campagne au Ghana, doivent à l'évidence se rendre compte que c'est une campagne au fait d'idées. Quand vous prenez par exemple l'ancien président John Mahama, il présente aujourd'hui une révolution par rapport aux femmes. C'est-à-dire qu'il a choisi une femme comme vice-présidente. Comme colistière, un peu à l'image de ce que Joe Biden a fait aux États-Unis. Donc c'est une innovation. Et quand on interroge par exemple les Ghanéennes, surtout, elles disent que bon, vraiment, ça va faire tache d'huile par rapport à l'ancien président qui est là, qui veut toujours promouvoir la gratuité effectivement de l'éducation, mais avec cette gratuité, vous voyez les problèmes que cette gratuité-là crée, parce que certains sont à la maison pendant 3 mois, ils ne vont pas à l'école à cause de la saturation au niveau des classes, et l'autre dit parlant de gratuité, oui, mais une gratuité sélective. Donc je crois que c'est un combat d'idées, c'est vraiment une campagne vraiment civilisée, ceux qui ont la chance de suivre cette campagne. Et vous avez évoqué tout à l'heure le cas du Niger, je crois que... Et du Bénin. Justement. Vous voyez, le cas du Bénin, c'est un cas atypique. Voilà, on n'a pas encore ouvert les hostilités par rapport à ces élections, mais tout est verrouillé. On sent que au finish, il n'y en a seulement qu'un seul candidat.
avec les parrainages, je ne pense pas qu'un parti politique encore au Bénin puisse avoir la chance de se présenter contre talon. Ça serait vraiment difficile. À moins qu'il puisse avoir un accord de dernière minute pour permettre également aux autres partis de pouvoir compétir. Parlant du Niger... À ce niveau-là, pour rester au Bénin, il n'y a pas longtemps, la Cour de justice de l'Union africaine a condamné le Bénin pour ses modifications constitutionnelles et légales qui de facto exclut une bonne partie de l'opposition pour les joutes électorales. Mais depuis que cette Cour a commencé par rendre des décisions en Afrique, dites-moi quel pays a appliqué les résolutions de cette Cour? Pas du tout. Tout récemment, il y a un citoyen béninois qui a saisi encore la Cour et finalement la Cour a donné raison à ce citoyen. Mais qu'est-ce que le gouvernement béninois a dit? Que eux non, ils sont souverains, donc ils ne prennent pas en compte effectivement les résolutions de cette Cour. Donc c'est pour vous dire que nous allons à un match où il y aura seulement qu'un joueur, un arbitre et un capitaine. C'est-à-dire que talons seul. Je ne pense pas que le monsieur puisse accepter, ouvrir effectivement ce débat-là à d'autres. Et c'est là, si on ne sait pas faire, ça va dégénérer. Donc il est important également aujourd'hui que les institutions sous-régionales, parlant de la CEDEAO de l'Union africaine, il est important également que ces institutions-là aillent vite pour commencer les consultations, pour voir s'ils peuvent trouver l'issue par rapport à ces élections. Il ne faut pas attendre. Quand les élections quand les hostilités vont s'ouvrir, les gens vont commencer encore par mourir, de gauche à droite on brûle tout, et après on dit bon on va aller négocier. Ça sera vraiment un peu compliqué. Le Niger, je sais que, vous savez, le candidat qui était un candidat potentiel, il a été également écarté pour une histoire de bébé. Amadou. Il a été jugé, condamné, voilà. Et légalement, il n'est pas autorisé à concourir. Et vous savez que depuis un certain temps, il n'est plus au Niger, il vit au Nigeria. Donc là également, il y aura pas également un grand match comme ça. Le candidat Bazoum, c'est-à-dire le candidat du président sortant. Le dauphin du président sortant. Bon, comme vous le dites, je sais qu'il va passer ou les mains. Bon, je crois que parlant du Niger, il n'y aura pas trop de quiproquos, mais là où j'ai peur, c'est le Bénin. Merci, tour d'horizon, tout en souhaitant bonne élection au Ghana aujourd'hui, au Niger et au Bénin prochainement. Et pour terminer, ce titre éditorial du confrère Le Journal du Togo qui se demande si le jeu politique est encore possible en Afrique. Vivement que le Ghana nous rappelle qu'il est encore possible de faire la politique intelligemment en Afrique. Nous passons maintenant à ce qui fait la une de tous les journaux. Les forces armées togolaises qui ont depuis quelques heures un nouveau chef d'état-major général. La Montagne écrit en dernière minute: changement à la tête de l'état-major général des FAT. Forum de la semaine, pour sa part, écrit à la page 4 que, aussitôt promu de rang de colonel à celui de général de brigade, Martin Dadja Maganawe est nommé chef d'état-major des forces armées togolaises en remplacement de Félix Abalo Kadanga. Togo Matin fait le même titre. Nomination à la tête des forces armées togolaises. Le général Abalo Kadanga passe le témoin au général Dadja Martin Maganawe. Autre journal encore, c'est Nouvelle Opinion qui titre à la page 5: Forces armées togolaises, le général Dadja Maganawe nommé chef d'état-major général. Liberté, pour sa part, écrit à la page 3 que Farnya Singbe démet le général Abalo Félix Kadanga de ses fonctions. Et pour terminer, le correcteur écrit Kadanga débarqué, les signes avant-coureurs. Justement, Tchakala, est-ce que avant que l'information ne circule depuis hier, est-ce qu'il y avait des signes qui annonçaient que Kadanga allait être débarqué de la tête des forces armées togolaises? Non, à ce que je sache, il n'y a pas eu de signes avant-coureurs, de signes précurseurs nous annonçant ce brutal changement à la tête des FAT. Ce que nous pouvons dire, c'est que le général Abalo Félix Katanga part comme il est arrivé. C'est-à-dire que un beau matin, il a été promu au grade de général de brigade et il a remplacé
le général Titiquina, et aujourd'hui, c'est la même situation que nous constatons qui prévaut à la tête des FAS, c'est-à-dire quelqu'un, l'ancien secrétaire, le désormais ancien secrétaire général du ministère de la Défense, est promu général de brigade et en même temps fait aussi chef d'état-major général des forces armées togolaises. Donc 7 ans en arrière, nous vivons aujourd'hui la même situation qui avait prévalu. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que le président Faure, c'est le faiseur d'hommes. Tous ceux-là qui disent que non, je suis puissant, je suis fort, ils le sont parce qu'à un moment, il y a le couvert de quelqu'un sur eux. C'est Faure qui décide, c'est Faure qui est le seul maître en jeu, le seul maître qui décide de qui va jouer le rôle actuellement et de qui va être derrière le rideau. Donc, à un moment donné, c'était le choix s'était porté sur le général Félix Abalo Katanga, et aujourd'hui qu'il estime qu'il a fini de jouer certainement le rôle qui lui a été confié, il passe derrière le rideau et c'est pas des ressources qui manquent au sein des forces armées pour continuer d'assumer. Mais cela me rappelle quelque chose. Tout ce qui a été dit autour de Félix Abalo Katanga, que c'est l'homme fort, c'est l'homme, tout ça là, on est fort que quand vous avez l'onction du président de la République. Vous n'êtes fort que si le président le décide ainsi. Sinon, hier, il a été démis et les heures qui ont suivi, je dirais même les minutes qui ont suivi, il y a eu passation de service sans autant avoir ce que certains prédisaient que c'est l'homme fort, c'est lui qui décide de tout. Donc franchement, il y a une remarque à retenir: Fort est le faiseur d'hommes. Si vous êtes sous son couvert, on peut vous affubler de tout, on peut dire que vous êtes le plus puissant, vous faites ci et ça, mais quand il vient aussi à vous retourner derrière le rideau, vous devenez ce que vous fûtes avant d'être ce qu'il a fait de vous. Alors Didier Assogba, ça fait je crois 4 à 5 ans que Félix Abalo... Pardon 7 ans. 7 ans déjà que Katanga a dirigé les forces armées togolaises. En ces 7 ans, un certain nombre de choses, à tort ou à raison, ont circulé sur la personne. Didier Assogba. Oui, beaucoup de choses, sinon beaucoup de choses. On a encore à l'idée l'épisode de cette manifestation du PNP interdite, mais qui s'est déroulée dans la banlieue nord de Lomé, avec la mort de ce petit apprenti mécanicien, où on prêtait au général sa présence sur les lieux. Certains avaient démenti, d'aucuns avaient dit à l'époque qu'il était même hors du Togo, en Centrafrique, alors que finalement il se trouvait qu'il était sur le territoire togolais. Mais est-ce que c'était lui là-bas, à bord de ce véhicule qu'on a tous vu sur des images? Ça restera non élucidé à ce jour, parce qu'il y avait une enquête qui a été ouverte, et à ce jour l'enquête n'a pas fourni de résultat. Et donc sur l'épisode là, on ne comprend plus rien. Sous son magistère également, il y a eu le plus récent événement qui s'est produit, c'est l'assassinat du colonel Madoulba. Dans son camp, le chef de l'état-major général, il était à l'époque, mais cette fois, il paraît même qu'il était membre d'une commission d'enquête. Reste encore à vérifier, mais aujourd'hui on n'a pas encore les résultats, parce que c'est lui qui gérait l'armée à l'époque. On n'a pas les résultats de cette affaire. Il est en train de partir, parce que celui qui l'a mis là-bas a voulu qu'il parte actuellement. On nous avait dit. Et il est parti. Oui, il n'a pas d'autre choix, contrairement à tout ce qui circule, que c'est lui qui a demandé ou a imposé à Faure Gnassingbé d'être à nouveau candidat à un autre mandat. Beaucoup d'autres choses ont circulé dans les coulisses, on a entendu beaucoup de fables. Finalement, ça se révèle être des fables, parce que celui à qui on prétendait donner aujourd'hui d'ordre a été celui qui s'est levé un dimanche matin. Ça lui a plu de prendre un décret de nommer quelqu'un d'autre à la place de celui qui lui imposerait des choses. Aujourd'hui, Katanga retourne peut-être en retraite, il va se reposer calmement chez lui. Il n'aura plus toute sa force, tout son aura d'antan. Il reste le général Félix Katanga dans l'imaginaire, mais bon, il n'aura plus le poids qu'il avait. Aujourd'hui, il y a un autre qui joue ce rôle-là, un homme de confiance également de Faure Gnassingbé. Est-ce que lui, il ferait mieux que Katanga? Est-ce que quand on est chef d'état-major général, on impose des choses au chef de l'État?
l'histoire où le fait qui se sont produits actuellement nous démontre que le seul maître à bord et le seul capitaine qui dirige le bateau togolais, c'est le Faure Gnassingbé. Il se lève un dimanche matin, il prie la Vierge Marie, parce que c'est là où il va, et il se lève, il prend un bout de papier, il vous dégomme, et vous n'êtes plus là. Donc voilà, tout ce qu'on peut retenir. On a beau reprocher des choses à Katanga, on a dit qu'il était devenu un élément incontrôlé, le tout-puissant, l'incontournable de l'armée, mais aujourd'hui, il y a quelqu'un d'autre qui occupe sa place, et celui-là est autour de Faure Gnassingbé depuis des années déjà. Il a été préfet de Dankpen, tout puissant préfet de Dankpen pour tous ceux qui l'ont connu. Il est devenu secrétaire général du ministère de la Défense. Il a dirigé ce ministère jusqu'à la nomination de la ministre des Armées aujourd'hui. Et on avait pensé qu'il y aurait un autre chef d'état-major général, mais c'est surtout lui qu'on a désigné aujourd'hui pour diriger là. On avait vu venir en fait ce changement-là. Il y a quelques mois, ce chambardement qui est intervenu à la tête de l'armée avec l'affectation de certains à d'autres postes. On avait vite vu que d'un moment à l'autre ou quelques semaines plus tard, Katanga serait également remplacé. Mais Faure Gnassingbé, sachant bien jouer les choses, il n'aime pas qu'on lui prête des intentions, qu'on devine ce qu'il va faire. Il a laissé passer 3 mois. Aujourd'hui, il prend sa décision là. C'est tout ce que Tchakala dit que vous rappelez, c'est que selon la constitution du Togo, le président de la République est le chef de toutes les armées. C'est lui qui nomme à toutes les fonctions militaires qu'à des fonctions civiles aussi. Et vous l'avez également dit, l'état-major général de l'armée togolaise vient d'être pourvu avec le général Martin Dadja Maganawe. Mais il y a quelques semaines, c'est le ministère même qui a une titulaire, une dame, non militaire, mais ministre des armées, une grande première. Mais Didier Sassaba le rappelait, en octobre dernier, il y a eu un certain chamboulement au sein de l'armée togolaise, notamment le chef d'État avait nommé un nouveau chef d'État-major particulier pour lui-même. Le même jour, un nouveau chef d'État-major général adjoint des FAD, un nouveau chef d'État-major de l'armée de terre et un nouveau chef d'État-major de l'armée de l'air, Jacques Jakouti. Si on met côte à côte ce qui s'est passé en octobre, ce qui s'est passé avec la formation du gouvernement et ce qui s'est passé hier, c'est vraiment 2 nouvelles oxygènes que le chef de l'État injecte au sein de l'armée togolaise. Vous savez ça, c'est le procès de Faure Gnassingbé et l'ancien général Tidjani. Le jour que j'ai vu ces 2 messieurs au palais de justice, menottés, arrivés au palais de justice pour être jugés, c'est le jour-là que j'ai su qu'au fait, dans ce pays, il n'y a pas un puissant. Il y a une seule personne. S'il y a 2 puissants, c'est le président seul. Parce qu'il fallait voir l'image. Un Tidjani et un Faure Gnassingbé menottés et qu'on les amène à la justice. Depuis ce jour, j'ai réfléchi. Et sans que la terre ne tremble. Justement. Quand je suis reparti à la maison, j'ai dit, mais attention, il n'y a qu'un seul puissant dans ce pays-là et qui peut décider de tout. Donc tout ce mais il faut rappeler qu'au-dessus de ce tout-puissant, il y a Dieu. Parce au sein même de la Constitution, nous sommes en train de parler entre humains. Je ne parle pas de Dieu. C'est depuis ce jour que je me suis dit, tout ce que les gens racontaient, que tel est puissant, tel est ceci, tel est comme ça, j'ai dit c'est faux. C'est des histoires. C'est-à-dire que c'est des gratte-ciel qu'on monte seulement autour d'une personne, mais au fait, c'est des gratte-ciel en argile. Dès que vous poussez comme ça, ça tombe. Donc c'est pour vous dire quelque part que tout ce qu'on raconte sur des gens, qu'ils sont puissants, qu'ils sont ceci, c'est faux. Le jour que celui qui décide de votre sort, mais vous partez. La preuve, Katanga est parti. Comme vous l'avez si bien dit, mais on sentait la chose venir. Du moment où on a nommé la dame là comme ministre de la Défense, on a fait quitter Agitaou de l'état-major pour l'état-major particulier du président de la République, mais on avait senti des choses déjà venir. C'est-à-dire qu'on était en train de creuser autour du monsieur.
on se disait, on creuse, mais lui-même va tomber dans le trou. Et finalement, ça s'est passé. Et vous savez, le jeune homme qu'on avait assassiné entre-temps, dont Didier faisait allusion tout à l'heure. Agoué. Le jeune apprenti mécanicien. Oui, vous savez qu'au fait, selon les informations, le chef de l'État n'était pas du tout content par rapport à la situation. Les gens ont tout fait pour embellir, pour cacher la vérité. Mais finalement, on a vu ce qui s'est passé. Il faut rappeler qu'à ce moment-là, des informations circulaient que le chef d'état-major se trouvait dans les lieux et que la balle qui a assassiné le jeune serait même partie de son arme. Et puis, l'autre aspect, ça, c'est-à-dire que nul n'est incontournable sur cette terre. C'est-à-dire que on élit seulement une personne. C'est-à-dire que c'est le président de la République seulement qu'on élit. Nous, les autres, là, on les nomme. Celui qui a élu, un jour, il peut se lever, il peut vous dégager. Donc, il faut que les gens se mettent dans la tête. Quand on vous met à un poste, les gens pensent que non, ils ne peuvent plus marcher sur terre avant d'aller dans leur bureau. Ils veulent piétiner des gens. Il faut se dire, le jour que on va vous dégager là, vous allez déguerpir, je vous dis que il n'y a aucune personne qui sera pour compatir pour vous. Donc, il est important que vous puissiez poser des actes. On a vu tout ce qui s'est passé autour du général. Personnellement, je ne l'ai jamais rencontré, je n'ai jamais eu une discussion comme ça avec lui, mais ce que j'entends et ce que nous voyons par rapport à ce qui circule, il faudrait que les gens se mettent dans la tête. Maganawe a été nommé aujourd'hui. Je le félicite parce que il a fait ses preuves au ministère de la Défense en tant que secrétaire. Il est secrétaire général du ministère de la Défense. Il est important aujourd'hui, c'est vrai, lorsqu'on vous met au sommet en tant que chef d'état-major, vous savez ça, le pouvoir saoule, hein? Le pouvoir saoule. Et surtout, lorsque vous êtes gradé en tant que général, lorsque vous passez les revues ou soit la troupe, vous voyez que la plupart des gens veulent se coucher pour que vous puissiez marcher sur eux. Donc il faut que les gens se mettent dans la tête que lorsqu'on vous nomme à des postes, c'est pour servir. Vous n'êtes pas là pour effectivement brimer les gens, créer des problèmes aux gens. Donc il est important que le nouveau chef d'état-major général, c'est vrai, il a fait ses preuves à Bassar, comme il le disait tout à l'heure. Dans le Dangpen, on a vu ce qui s'est passé. Mais disons que il a pris le temps de pouvoir réfléchir et nous lui souhaitons bonne chance par rapport au poste qu'il vient d'occuper. Merci. Le nouveau chef d'état-major général des forces armées togolaises, c'est Martin Dadja Maganawe, qui prend la place de Félix Abalo Kadanga. Et nous rappelons encore une fois que la Constitution fait du chef de l'État, du président de la République, le chef de toutes les armées. C'est lui qui nomme aux hautes fonctions civiles comme militaires. Ils viennent de le faire. Et même si on a pu penser que les gens étaient très puissants, comme Kadanga, et c'est la même chose qu'on a pu penser à un certain moment quand Mohamed Titikpina Acha était chef d'état-major général des forces. Des gens disaient qu'il était tout puissant, mais un beau matin il est parti. Mais avant Titikpina, il y avait le général Aeva, mais avant Aeva, il y avait le général Zakari Nanja et Tchakala. On fait le constat aujourd'hui que en 15 ans du pouvoir, Faure Gnassingbé est à son 4e chef d'état-major général des FAT. Mais c'est pas un poste qui s'achète, hein. C'est un poste qui se donne par la volonté d'un homme. Et cet homme, c'est le président Faure. C'est que les gens ont créé des histoires. Ils l'ont tellement enjolivé. Faure ramperait devant certains. Faure ne prendrait des décisions que sur injonction de certains gradés. Et tout ça là. Mais ça tombe. Ça tombe comme un château de cartes aujourd'hui. Qui à la trempe. Ils disent que les fusils à la trempe. Oui, comme on lui met les barons par ici, que c'est non, les barons qu'on le tient, que les généraux aussi le tiennent, mais tout ça là c'est faux. Un beau matin, le président de la République, le chef suprême des armées, se réveille, et il décide de ce qu'il en sera de celui-là qu'on estime être puissant. Ça c'est, il n'y a pas eu de tsunami, il n'y a pas eu d'éclipse. La passation de service est faite dans les normes. Et si aujourd'hui on disait que non, il y a encore quelque chose à faire comme cérémonie, Félix va courir pour aller encore respecter se mettre au garde à vous par rapport à la chose. Donc, celui-là qui décide de tout, il y a même une anecdote, je fréquente un grand personnage de ce pays, et entre ce personnage et le président de la République, avant qu'il ne soit président, c'est de tu à tu. C'était de tu à tu. Mais un jour,
quand le président Faure est devenu ce qu'il est aujourd'hui, le monsieur est venu, il se promenait dans le jardin et le monsieur a dit vous, et le président s'est retiré pour dire mais depuis quand ça a changé? Il dit non, le changement s'impose de lui-même. Vous comprenez un peu, donc c'est des gens comme ça qui ont compris que Faure n'est plus celui-là qu'il fut. Donc, que celui-ci est fort, celui-ci est puissant, les gens font ramper le président de la République, c'est tout fort. Aujourd'hui, c'est une dame qui était venue d'abord être la supérieure de Félix Abalo Katanga. Et quelque temps après, on l'a débarqué. Et il s'est prêté au cérémonial de passation de service. Donc, vivement, moi, un décret sort qui me fait peut-être jardinier de la présidence de la République, décret signé du président. Moi-même, je tire ma puissance de ce décret me faisant quelque chose au niveau de la présidence. Même les conseillers, la myriade de conseillers, les gens sont contents d'être conseillers. Même si, pendant toute l'année, ils ne voient pas le président de la République. Certains même, j'ai appris qu'ils prennent leur véhicule, ils font le tour et ils repartent pour quelques secondes. Pour sentir un peu ce que cela confère la présidence de la République. Donc, on ne badine pas avec ça. Merci. Bon. Ce que nous disons, c'est la République qui fait du président de la République le chef qui nomme à des fonctions civiles et militaires. C'est dans ce sens, Didier Assogba, que un auditeur qui nous suit fait le constat que selon la Constitution, Faure est le faiseur d'hommes, ou bien pour ne pas dire le faiseur d'hommes, le faiseur de roi dans le pays, et qu'en conséquence, le président de la République, qui nomme à ses hautes fonctions, il devrait assumer également tout ce que ces hommes font, aussi bien en mal qu'en bien. Non, vous savez, dans la pratique républicaine, il y a généralement, quand le chef de l'État prend des décisions comme ça, il contresigne ces décisions avec le ministre du département concerné ou le Premier ministre. Donc, cela le décharge de toute responsabilité. C'est ceux qui contresignent avec lui prennent toutes les responsabilités de ce qui adviendrait de la décision que prend juste ce que vous dites là, c'est important parce que au bas de tous les décrets présidentiels, il est mentionné que le ministre chargé, le ministre en conséquence est chargé de l'exécution du décret du président de la République. Donc c'est une façon pour lui de se laver les mains. Si quelque chose arrive, c'est celui qui exécute le décret qui est responsable. Et donc aujourd'hui, ce que nomme Fonia Singbe, tout ce qu'ils commettent, on en a parlé un lundi dans ce studio, la bastonnade des forestiers là, à Davier, beaucoup d'autres choses qui se sont passées. Aujourd'hui, l'attaque, beaucoup d'autres choses se sont passées qu'on a prêté à tel ou à tel, notamment au général Félix. Aujourd'hui, il devient un justiciable et un justiciable. On pourrait, tout ce qu'il a eu à faire dans le passé, à tort ou à raison, qu'on lui reproche à tort ou à raison, on pourrait juste mettre tout ça ensemble pour le lui coller aujourd'hui. Donc cela amène les uns les autres, cela nous amène à le rappeler. Ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une leçon, mais à le rappeler aux uns aux autres que quand vous nommez un poste de responsabilité et que le pouvoir vous monte sur la tête, vous commettez des actes et tout, après vous serez les seuls que vous l'ayez commis au nom du président de la République, du chef de l'État, pour lui faire plaisir ou pour brimer les autres, un jour ou l'autre, vous retrouverez seul devant le tribunal de votre conscience ou peut-être devant le tribunal des hommes également pour répondre de vos actes. C'est cela. Ça aussi c'est important. Oui. Nous sommes justiciables et à la fin, quand on est déchargé de ses fonctions, on redevient citoyen normal. On pourrait répondre de ces actes. C'est le cas actuellement en RD Congo où des généraux, comme le général Numbi, qui était tout puissant dans l'affaire du défenseur des droits de l'homme, Chebeya comme ça. Il semble que le général Numbi s'apprêterait à répondre de ces actes, comme en France. L'ancien président Nicolas Sarkozy se trouve devant la justice aujourd'hui pour répondre de certains actes qu'on lui reproche quand il était au sommet de l'État. Comme vous dites, Tchakala, attention, on a beau être à un certain moment puissant, ministre, député, premier ministre et même chef d'état-major ou carrément président de la République, mais il arrivera un moment où on pourrait éventuellement répondre de nos actes. Oui, c'est justement pourquoi on est appelé ou bien on appelle ces gens-là à gouverner, à assumer leurs charges
en tenant compte du facteur humain. Ce que vous ne voudrez pas que l'on vous fasse, ne le faites pas à autrui. Nous tous, nous sommes les mêmes. Ce n'est pas les galons, ce n'est pas les étoiles, ce n'est pas les charges de fonction que vous aviez eues qui vont vous différencier des autres. Peut-être vous êtes président, vous êtes chef d'état-major, vous êtes ministre parce qu'il y a un peuple. Et c'est de ce peuple-là que vous tirez cette force-là. Donc, respectez ce peuple. Faites tout pour que le côté humain, que votre conscience-là ne vous gêne pas quand vous voulez poser un acte. C'est ça. Mais quand vous êtes entaché de des histoires invraisemblables, tueries, il y a un petit problème quelque part, votre nom est mêlé, là, ça vous déshonore. Un jour, tôt ou tard, vous allez répondre de toutes les accusations qui sont... Donc, vous allez vous défendre. Si c'est vrai, tant mieux. Mais si c'est faux aussi, bon, vous allez trouver vos arguments pour vous dédouaner de tous les procès qui vous seront faits. Donc, faisons comme si on se trouve devant Dieu, comme si c'était le jugement dernier, mettant l'homme au cœur de toutes nos préoccupations. Mais d'ici là, nous avons la Constitution, nous avons les lois et règlements de notre pays. Faisons l'effort de nous y conformer, qu'on soit simple citoyen lambda ou grand commis de l'État. Je voulais ajouter quelque chose. Jacques? Quand vous disiez tout à l'heure que si on nous nomme à des postes, il faut qu'on puisse également considérer les autres. Vous savez, dans un quartier, je ne vais pas donner le nom de la personnalité, vous savez, il a construit sur 4 lots, et qu'est-ce qui s'est passé? À côté de sa maison, il y a une dame qui est dans une seule pièce, qui n'a même pas de WC ni de douche. Mais un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur, je crois, on l'a appelé précipitamment d'aller quelque part, et il a pris sa veste, la veste qu'il a pris pour porter. Bon, entre-temps, on a constaté que la veste est déchirée quelque part. Et la femme a dit qu'il n'a qu'à changer parce qu'il a beaucoup de vestes. Il a dit non, il a tenu à ce que la femme puisse chercher l'aiguille et essayer de colmater la veste rapidement. Son épouse? Oui, son épouse. Pour qu'il puisse... Elle était couturière? Non, pas couturière, mais tout juste chercher l'aiguille et le faire rapidement. Ils ont fouillé toute la maison, n'ont pas trouvé d'aiguille. Ils étaient obligés, la femme était obligée de sortir de la maison, aller frapper à la porte de celle qui était de l'autre côté, dans une pièce, sans eau courante, sans rien. Sans électricité. Et c'est là que finalement la dame a eu l'aiguille. Donc c'est pour vous dire que dans la vie, nous avons besoin des uns et des autres. Quelle qu'en soit la posture que vous avez, vous aurez besoin de quelqu'un d'autre. Donc, il est important que quand vous nommez à des postes, considérez l'autre comme vous-même. C'est-à-dire que vous ne l'êtes pas. Donc, bonne charge, bonne mission à Martin Dadja Maganawe à la tête des forces armées togolaises jusqu'à ce que un beau jour on parle de son éventuel successeur. Et nous faisons tout maintenant à la Cour suprême où depuis quelques jours, si ce n'est le 1er décembre, Monsieur Patrice Akakbovi Gamato, après 8 à 9 ans à la tête de la Cour suprême, il a été admis civilement à la retraite depuis le mois d'avril. Et depuis, il connaît son successeur, c'est Abdoulaye Yaya. Alors, que retenir de Gamato? Sinon, 3M. Avec Gamato, on a connu la modernisation de la justice togolaise. On a connu également la moralisation de la justice togolaise, notamment par cette directive que la Cour suprême a émise à l'endroit de tous les magistrats. Et également, il y avait ce guide que la Cour suprême a également édité pour le justiciable. Et le troisième M, c'est la motivation. Modernisation, motivation et moralisation. Voilà l'œuvre de Akakbovi Gamato qui cède son fauteuil à Abdoulaye Yaya. Didier Asogba? Oui, le juge Gamato, on a connu, on aurait aimé le connaître beaucoup plus tôt à ce poste, pour tout ce qu'il a eu à faire, pour ses idées, pour son apport également à la moralisation surtout, et à la modernisation de cette justice-là. C'est sous son magistère qu'on a connu l'affectation même des juges a été un processus assez transparent, qui répondait pas à des critères assez bidons qui existaient avant.
où tel recommande qu'on nomme tel juge ici, tel magistrat à tel poste. Mais à son époque, sous son magistère, on a vu la justice qui a eu ce qu'on peut appeler quelque peu son indépendance, entre griffes, même si c'est toujours questionnable. La justice avait récupéré son indépendance et pouvait faire des affectations directement au niveau de la Cour suprême, et des magistrats ont été véritablement sanctionnés sous son magistère également. Des juges qui se livraient à des actes répréhensibles ont été sanctionnés. Des juges et certaines de ces sanctions avaient été rendues publiques. Oui, ce qui a été une grande première dans notre pays. Évidemment, public, parce qu'avant on cachait, c'était un couvent, rien ne devrait sortir. Mais sous son magistère, des magistrats ont été sanctionnés, des sanctions ont été publiées et diffusées. Certains juges même ont été radiés karma du corps. Plusieurs ont été radiés du corps. Il y a un même qui a été radié récemment, qui cherche encore des moyens pour réintégrer le corps. Mais il a été radié, c'est radié. Et même si on ne communique pas sur toutes les décisions qui sont prises au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, il y a eu quand même de l'effort. Et Gamato, contre vents et marées, contre les pressions politiques aussi, il faut le dire, contre les pressions politiques, des pressions de toutes parts, de multiples réseaux qui existent au niveau de cette justice-là, a essayé de faire ce qu'il a pu faire. Mais vous savez, quand les réseaux sont trop nombreux, vous arrivez à vous défaire de tel réseau, l'autre est activé, plusieurs autres sont activés. Vous faites un peu et le travail, c'est comme si on jette encore du sable dedans. C'est ce qu'on peut retenir du travail qu'a effectué durant ces années-là le juge Gamato à la tête de la Cour suprême. Il avait également voulu, avec ce projet-là de la construction d'un siège pour la Cour suprême. Aujourd'hui, la Cour suprême n'a toujours pas de siège, elle squatte encore dans ces petits locaux là-bas. Les locaux de l'ancienne OCAM. Oui, évidemment. Mais il a quand même essayé de donner une vision, de tracer un canevas de travail. Malheureusement, il est admis à la retraite, ou on va dire peut-être heureusement, vivement que son successeur puisse reprendre le travail là où c'est laissé, pour continuer également à faire comme lui, ou peut-être à faire mieux que lui, pour que tous ces mots dont souffre notre justice aujourd'hui, on connaît la lenteur, et cette lenteur-là, des fois, c'est une lenteur créée artificiellement par des juges, juste pour soutirer certaines fois de l'argent aux justiciables qui voulaient que leur dossier aille un peu plus vite. Ces multiples problèmes de foncier, de foncier aussi, Gamato, dans les juges qui a essayé de moderniser, moraliser, motiver la fonction, qui a introduit certaines transparences avec des sanctions dont Didier parlait, et certaines même ont été rendues publiques. C'était une grande première. Mais Gamato qui a également essayé de donner une aura à notre Cour suprême avec les rentrées solennelles avec ses pairs de la sous-région. Mais Jacques Diakouti, il faut reconnaître qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup de chantiers que Gamato laisse, et que Yaya devra prendre. Lui, qui n'est quand même pas un inconnu, il est magistrat hors catégorie, il a été procureur de la République, il a été secrétaire général de la Cour suprême, il a été président de la chambre judiciaire de la Cour suprême. Avant sa nomination, il était premier avocat général près de la cour de Lyomoa à Ouaga. C'est quand même un magistrat d'un certain niveau, d'une certaine expérience qui vient à la Cour suprême. Parlant de Gamato, vous savez, c'est un monsieur quand même qui était très accessible. Ça, il faut le reconnaître. Quand vous avez besoin de lui, il était vraiment accessible. Il n'était pas trop difficile à avoir accès. Je crois que il a fait un travail noble. Didier a retracé tout ce qu'il a eu à faire. Je ne voudrais plus revenir sur ça. Parlant de... Oui, encore un petit mot sur Gamato. Il nous a fait l'honneur. Nous l'avons invité une fois. Il s'est déplacé personnellement dans ce studio pour nous entretenir. Et une autre fois, il était à une conférence à l'hôtel Ibis. Et nous animions un débat ici qui portait sur la justice. Et le président Gamato, qui n'était pas toujours d'accord avec nous, il avait appelé au téléphone, il avait insisté, et nous l'avons reçu en direct pour attester que le président Gamato, tout au haut
tout du haut de sa grandeur, savait se faire humble et se rendre accessible pour des journalistes comme nous. Très, très humble et fervent également croyant. Je crois qu'il attache de la valeur à sa croyance. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un monsieur vraiment qui était très accessible et il était disposé également à échanger avec vous presque tous les sujets. Ceux qui ont eu la chance de le rencontrer pourront témoigner que lorsque vous appelez M. Gamato, même s'il n'est pas libre, après il vous rappelle, il vous dit bon, j'étais occupé, qu'est-ce qu'il peut faire pour vous? Et si c'est un rendez-vous, il vous reçoit immédiatement. Je crois que il a fait un bon travail. Il part à la retraite. L'essentiel est maintenant, comme vous l'avez si bien dit son successeur, M. Abdoulaye Yaya, c'est un vrai routier qui connaît également la maison. M. Yaya connaît presque tous les rouillages de la justice togolaise. Et je crois que le président de la République a bien vraiment fait le choix et qu'il puisse remplacer M. Gamato sur les vieux chantiers et que Abdoulaye va poursuivre par rapport à la justice togolaise. Vous savez, notre justice a tellement de problèmes. Il est important aujourd'hui que c'est parce que on n'a pas des juges effectivement intelligents et on n'a pas, c'est parce qu'on n'a pas également des juges compétents, mais le problème, nous constatons, c'est que les gens ne veulent pas se donner à fond par rapport à ce qu'ils ont appris. Il y a des dossiers qui dorment au niveau de cette justice. Les gens se plaignent. Aujourd'hui, on avait dit entre-temps qu'on a essayé de radier ce qui était là, les démarcheurs au niveau de la justice, mais nous constatons que ça continue. Ça n'a pas du tout cessé. Les habitudes ont la vie dure. Justement. Donc je crois que il est important à la venue de M. Abdoulaye Yaya, il faut reposer effectivement le vrai problème, rendre la justice justiciable. C'est-à-dire que lorsque vous avez effectivement un problème et que vous vous rendez à la justice, il est important qu'on rende effectivement à la justice. Il ne faudrait pas que, en quittant le palais de la justice, quand les gens rentrent à la maison, 2 jours après vous appelez que les personnes là sont décédées. Parce qu'on n'a pas dû leur rendre effectivement une bonne justice. Je crois que nous parlons tous les jours, nous tambourinons. Il est important aujourd'hui que ceux qui sont à l'écoute, qui sont les décideurs au niveau de cette justice-là, rendez une bonne justice aux veuves ou aux orphelins. Merci. Pour terminer avec vous, Tchakala, Gamato s'en va pendant que Yaya arrive. Où une polémique fait rage. Jusqu'ici, c'est le président de la Cour suprême qui préside le Conseil supérieur de la magistrature. Or, selon certains projets de réforme, d'aucuns pencheraient plutôt de confier la présidence du Haut Conseil de la magistrature au président de la République. Alors, on verra sous Yaya comment cette réforme-là va se faire finalement. Oui, on va voir ce que cela va donner pour que cette polémique-là puisse trouver suite. Quand on vient disserter sur celui qui est habilité à présider le Conseil supérieur de la magistrature, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Ça veut dire que toutes les voix ne concordent pas vers la personne qui est habilitée à le faire. Mais je crois que c'est un nœud qui est là et que tous les magistrats pourront apporter de leur expertise pour que on puisse trouver une suite à ce problème-là, qui n'en est pas un. Les tests sont là. Il faut seulement les respecter pour que chacun joue à fond sa partition. Maintenant, s'agissant de Gamato, les gens ont dit tout le bien qu'ils pensent de. C'est ce que nous voudrions de tous ceux-là qui, à un moment, sont appelés à exercer certaines charges. C'est-à-dire que vous partez, il ne faudrait pas que les gens soient en fait que vous partez. Parce que franchement, vous avez eu à agresser certaines susceptibilités, vous avez eu à faire entorse à certaines procédures, vous avez eu à créer beaucoup de mal sur votre passage. Et là, quand vous partez, les gens sont en joie. Nous voudrions que des témoignages comme ceux que nous avions eu à faire aujourd'hui soient ce qui va accompagner la suite de Monsieur Gamato. Maintenant, encore un petit moment sur Gamato. C'est vrai que vous êtes vous parlez du bilan de Gamato, mais quand on suit la presse, il n'en a pas toujours été ainsi. Certains journaux l'ont souvent égratigné, dont le confrère Liberté, qui écrit encore ce matin, Patrice Akakbovi Gamato, que ses œuvres l'accompagnent
pour dire que l'unanimité ne s'est jamais faite sur une personne. Non, absolument, mais autour de Dieu qui est la créature la plus noble, la plus bienveillante, mais l'unanimité ne se fait pas autour de Dieu. Certains même vont jusqu'à coller certains procès à Dieu. Ça veut dire que Gamato reste un humain partout et que son passage ne va pas faire que des heureux, des contents, et que certains trouveraient surtout, si certains confrères sont en train de le tirer, c'est par rapport aux problèmes fonciers qu'on a toujours relayé. Il y a des dossiers même qui ont été tranchés par la Cour suprême que d'autres magistrats même remettent dans le circuit. Là, ça ne fait pas suivre. Alors que c'est le dernier ressort quand la Cour suprême. Maintenant, s'agissant du magistrat Yaya, moi je retiens une chose de ce juge, c'est qu'il est dense, il est éloquent. Quand vous l'écoutez, quand vous le suivez, vous êtes captivé. Il a cette magie du verbe. Il s'exprime très bien. Donc, vivement que ce verbe et cette facilité déconcertante qu'il a à s'exprimer dans la langue de Molière servent aussi à ce que les autres qui sont sous lui puissent aussi relever le débat. Quand on voit un juge, un magistrat en train de parler français, que cela donne, que cela incite certains aussi à embrasser. Mais quand vous voyez des magistrats qui cherchent la suite dans les mots qu'ils doivent placer pour donner corps à ce qu'ils ont dans la tête et que ça ne vient pas de façon aussi aisée, merci. Ça crispe un peu. Un auditeur qui vous suit émet le vœu que les journalistes également écrivent et parlent dans une langue aussi châtiée, comme vous le dites, pour nos magistrats. Il nous reste juste 3 à 4 minutes. Rapide revue de presse sur l'actualité juridico-politique avec ce que nous savons depuis quelques jours, à savoir que Gérard Djossou et Brigitte Adjamago Johnson de la Dynamique Bodjro ont été inculpés et écroués depuis. Forum de la semaine écrit là-dessus à la page 3. Affaire d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. La situation se complique pour Adjamagbo et Djossou. Titre quelque peu similaire de Togo Matin qui écrit lui aussi, tentative d'atteinte à la sécurité de l'État. Les choses se compliquent pour Adjamagbo Johnson et Gérard Djossou. Le correcteur lui écrit, Adjamagbo Djossou jeté en prison. Fort inaugure une nouvelle ère de sa dictature. Et plutôt Liberté écrit Adjamagbo et Djossou placés sous mandat de dépôt des organisations de la société civile annonce une mobilisation d'envergure. Le même Liberté qui à la page 7 écrit encore une fois détention des responsables de la Dynamique Bodjro, un mouvement Conscience Mandela qui dénonce une dérive du pouvoir judiciaire. Pendant que Nouvelle Opinion, lui, à la page 6, revenant sur la conférence de presse qu'a animée le vendredi dernier, Abbas Kabwa écrit, donc Nouvelle Opinion qui écrit que Abbas Kabwa invite la justice à travailler en toute impartialité. Alors, on a plus beaucoup de temps, mais vous aurez quand même chacun 1 minute. Didier Assogba. Non, je retiens juste que la justice, par rapport au chef d'accusation et la dernière sortie surtout du procureur de la République, ne nous apprend rien de nouveau. Quand le procureur dit dans son communiqué que c'est un projet qui serait transfrontalier ou qui concernerait des personnes qui vivent hors du territoire. On sait que la dynamique Monseigneur Bodjro a une très forte représentation dans la diaspora, et qui part de la diaspora part de hors du Togo. Et le premier leader de ce regroupement-là, Agboueme Kodjo, avait formé son gouvernement qui est exclusivement composé de personnes vivant dans la diaspora. Et donc, quand on nous dit que c'est un projet qui concernerait, qui traverserait la frontière togolaise, je me dis, c'est rien de nouveau qu'on nous apprend. Sauf que ce projet-là, sauf que cette affaire-là, on en avait parlé il y a 8 jours dans ce studio, on pourrait s'en passer. Dans ces contextes que nous vivons aujourd'hui, on pourrait se passer de cette affaire-là qui remettent au goût du jour aujourd'hui l'issue de l'élection présidentielle du 22 février dernier, où on sait que ce regroupement-là continue de contester l'élection présidentielle et continue de réclamer la victoire entre griffes pour son candidat.
Si c'est pour cela qu'on poursuit des gens et qu'on les met en prison, je pense que le Togo de 2020 pourrait s'en passer et que la terre ne tremblerait pas. Comme on en a parlé d'autres sujets aujourd'hui, la terre n'a pas tremblé lorsque des gens ont été débarqués, qu'on avait laissé passer de certains nombres de sujets. On pourrait laisser passer cette affaire-là et continuer la vie normale de la République. La terre ne tremblerait pas, mais bon, la politique a ses raisons que la raison normale n'a pas. On continue de suivre le déroulement des faits. Voilà ce communiqué du procureur de la République qui laisse entendre que l'enquête ouverte a été clôturée le vendredi 4 décembre dernier. Le procureur de la République parle de découverte et de saisie de documents et d'objets compromettants, également l'existence d'un plan de déstabilisation du pays qui devrait être exécuté à l'occasion des manifestations publiques du 28 janvier dernier. Le procureur qui écrit également que les 2 personnes interpellées ont été présentées dès la clôture de l'enquête au procureur de la République qui a procédé à l'ouverture d'une information judiciaire des chefs d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État et de groupements de malfaiteurs retenus contre eux, la nature criminelle de l'une des infractions retenues, de même que les personnes susceptibles d'être impliquées dans ce projet criminel au-delà des frontières, au-delà des 2 personnes interpellées et des frontières nationales, tout ensemble qui conduit au fait que Gérard et Brigitte sont inculpés et sous mandat de dépôt depuis vendredi dernier. Tchakala? Oui, mais c'est une triste histoire. Nous n'avions jamais souhaité que ça arrive à ce point-là. Mais vous voyez un peu l'ossature de la dynamique Podro. C'est des gens qui travaillent au pays comme beaucoup qui sont au niveau des pays occidentaux, un peu disséminés un peu partout à travers les 4 coins de la planète. Maintenant, si les documents et objets, c'est quoi les objets? Les documents, oui, mais c'est quoi les objets? La nature des objets. Parce par rapport à la transparence, les objets, c'est quoi? C'est des armes, c'est quoi par rapport à ceux dont ils sont accusés? Mais moi, j'ai cette conviction que il y a une volonté à ce que la contestation n'excède pas le cadre de cette année. C'est que 2020, oui, la présidentielle a eu lieu, mais la prolongation ne doit pas aller jusqu'en 2020. Je crois qu'il fallait étouffer tous ceux-là qui pourraient peut-être conduire la contestation jusqu'en 2021. Et ces gens-là, Brigitte Adjamagbo fait partie de ces gens-là qui donnent toujours la voix. Elle est toujours là, elle donne la voix, elle dit que mais elle a foi que les choses vont changer. Donc il y a une façon d'étouffer. Et cela surtout que, entre-temps, on leur avait demandé de ne même plus se prononcer sur la présidentielle et d'acter que, le président Fora a gagné. Mais comme ils ne se sont pas conformés à ça, et la volonté de la justice de ne pas voir la prolongation se jouer jusqu'en 2020, on a voulu étouffer. Merci. Alors Jacques, rapidement, on connaît les arguments du procureur de la République, on connaît également les condamnations, la société civile, les partis politiques du Togo ou d'ailleurs, les avocats de Brigitte et Gérard qui insistent sur leur innocence dans toutes ces affaires. Eh bien, il va falloir peut-être aller au procès pour que toute la victoire, pour que toute la vérité éclate. Oui, là où nous en sommes aujourd'hui, c'est le procès. Mais je crois que au-delà de ce procès, également au-delà des condamnations, il faut aller loin. C'est-à-dire qu'aller loin en faisant quoi? En signant un pacte, c'est-à-dire un pacte de réconciliation, parce qu'on n'en a plus besoin. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui a été mis sur pied, les ministres sont en train de travailler, et on les voit sur le terrain. Je ne vois pas encore pourquoi cette affaire-là viendra encore ternir encore l'image de cette quiétude que nous avons au sein de notre pays. Et jusqu'à ce que l'international s'empare également de ce problème et commence également par faire les choux gras. Donc je crois que, plaise à Dieu, que nous puissions effectivement nous entendre. Et l'autre aspect, j'ai vu que, je ne sais pas, peut-être je peux me tromper, c'est comme si la dynamique, Pogiro portait en son sein une dynamite. C'est-à-dire que cette dynamite a explosé et nous voyons les conséquences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Agbomey est parti parce que Agbomey Kodjo avait peur de retourner encore à la gendarmerie. Vu ce qu'il a vécu là-bas,
il ne voudrait plus encore vivre encore ces atrocités qu'il a eu à vivre là-bas. Donc, aujourd'hui, si la dame se retrouve aujourd'hui également de l'autre côté, au niveau des services de renseignement, je crois que peut-être c'est pour casser effectivement son moral. Vous savez, il n'est pas facile de vivre ces temps que Brigitte Adjamabo et Gérard sont en train de vivre actuellement. Donc, plaise à Dieu que vraiment on puisse s'entendre. Merci Souffrez que je vous suspende là et toutes nos excuses à l'endroit des auditeurs. Nous avons beaucoup empiété sur leur temps. Maintenant, nous nous conformons, nous venons à vous, juste le temps de faire un clin d'œil à nos partenaires. 93.5 Canal FM. Toutes nos excuses encore une fois pour avoir beaucoup empiété sur votre temps. À présent, la parole est à vous. Oui, bonjour. Allô, monsieur Safra, oui. Bonjour. C'est monsieur Révérend prophète Dr Goutinou. Ah, nous vous écoutons. Et que le Seigneur vous fortifie davantage, vous tous au plateau. Amen. Et je ne demande rien que la santé qui coûte très cher plus que le trésor de ce monde. La sagesse et l'intelligence qu'il vous faut pour bien être guidé par le Saint-Esprit. Et que la lumière et les bénédictions soient sur tout et chacun de nous. Bon, je vais en venir sur le débat. Félicitations au chef de l'État. S'il pourra continuer dans ce vif de décision dans les autres coins qui sont en train de nous dévaster, ça serait bon. 2. Je demande le grand pardon à notre nation Togo et surtout la nation togolaise, nos frères, nos sœurs. Le gouvernement, à ce que nous essayons de vivre dans la charité sans intérêt, l'amour sans intérêt, ça donne beaucoup de plénitude, de l'avantage de vie, et ça augmente aussi la vie, malgré les péripéties que tu vas traverser. Je demande le pardon, qu'on essaie de libérer ceux qui sont derrière les barreaux, afin qu'on puisse être, et qu'on essaie de bannir catégoriquement la vengeance. La vengeance est à Dieu et non à nous les hommes, pour que la paix règne à perpétuité, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci et bon début de semaine à tous. Amen. Bye. Amen, cher ami auditeur, pasteur. Maintenant, on va venir à des considérations beaucoup plus profanes. Bonjour. Alors, bonjour l'ami en ligne. Oui, bonjour. Je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. C'est M. Kofi d'Adamavo. Kofi d'Adamavo, nous vous écoutons. Je salue vos invités. Merci. J'aimerais dire à vos invités que, en matière de sécurité et de la sûreté de l'État, il faut faire très attention. Parce que même un simple papier peut basculer tout un pays. Oui. Parce qu'en matière de la guerre, c'est un papier, c'est sur le plan. Moi, je préfère dire à vos journalistes de garder leur calme et de suivre comment l'affaire va finir. Parce qu'en matière de sécurité, tout on peut pas dire quelque chose. Oui. On peut pas dire quelque chose. Je les conseille. Peut-être eux peuvent être mon grand frère, peut-être je peux être leur grand frère. Parce qu'il ne faut pas qu'ils enfoncent le coup pour que les autres là ne puissent pas gagner leur liberté. Je vous en prie. Bonne émission. C'est nous qui vous écoutez la voix de M. Kofi d'Adamavo. Merci. Encore une fois, nous n'allons pas au fond du dossier, nous n'en avons pas la compétence, encore moins la matière, mais c'est un peu le contexte et la forme surtout des choses qui nous préoccupent. L'ami en ligne, bonjour. Bonjour, c'est ton papa. Ah, papa Sibiti. Bonne arrivée. Merci. Je te remercie. Contrairement à ceux qui, quand ils prennent la parole, ils croient qu'ils ont toutes les puissances pour indexer ou bien interpeller les gens. Tant pis pour eux. Ça, monsieur Jacoti est là-bas. Oui. Mon fils Tchania ou bien Tchakala est là-bas. Tchakala et Didier Asogba. Voilà, je vous remercie. Que vous soyez général, ministre, président et DG, que les gens qui sont à la tête, parce que tout comme M. Diakoté et Diakala l'ont dit,
rendre service aux gens. Il ne faut pas se voir au-dessus des autres. Dieu a dit, nous devons nous humilier un peu. L'humilité, c'est ce qui manque aux Togolais. Quand il est quelque part, c'est comme ça, ce qui n'a pas ça, et n'est rien d'autre, comme un autre. C'est malgré les diplômes qu'il a. Donc, l'humilité pour tous les Togolais, l'amour, que Dieu change nos cœurs pour nous aimer les uns les autres. Merci. Merci, Papa Sibiti. Peut-être la fin de l'année inspire beaucoup de personnes. Oui, oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur? Monsieur Gado. Monsieur Gado, oui, nous vous écoutons. Oui. Oh, une félicitation à l'envers du chef de l'État. Parce que j'avais demandé un petit coup d'État, là, il a commencé, et la population se réjouit. Je le conseille de continuer, nous sommes derrière lui, de faire coup d'État à tous ces barons-là. Merci. Un président ne saurait faire coup d'État. Hein. Il nomme à des fonctions, mais ce n'est pas assimilable à des coups d'État. Le suivant, bonjour. Alors, bonjour, monsieur Sass. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Kossi. Monsieur Kossi. Oui. Eh bien, vous avez la parole. Je remercie les journalistes qui sont côté de vous là-bas. Merci. Ils ont presque tout dit. Hein. Quand on vous place à la tête d'une fonction, vous êtes amené à servir le peuple. Vous êtes amené à servir la nation. Ils ont tout dit. Ils ont tout dit. Franchement, ils ont tout dit. Maintenant, concernant l'ambiance, quand l'arrestation de Mme Adjamango de Gérard, oui, je dirais que là, ça devient plus sérieux. S'ils sont mis sous mandat de dépôt, là, le procureur de la République ne peut pas le faire s'il n'a pas trouvé des indices. Donc, attendons, suivons, et on verra ce que ça donnera. Parce que le jour où Pacha a reconnu les faits au tribunal, je vous dis, monsieur Sass, on était ébahis. Tout le monde criait sur les toits que c'est arbitraire, c'est quoi. Mais quand Pacha est arrivé à la barre, au tribunal, il a reconnu les faits, il a demandé pardon. Donc, suivons maintenant les faits et on verra ce que ça va donner. Merci, cher ami Kossi. Qui passe la parole au suivant? Bonjour. Bonjour, monsieur Sass. C'est monsieur? Mathieu. Je vous souhaite un bon retour de la part. Merci. Vous avez pu constater comment les infrastructures routières sont. La mer qui n'est pas captée à d'accord. C'est là. Ouais. J'aimerais intervenir sur le cas du changement. Mais il y a beaucoup de radios dans la région. Hein. Il y a 6 radios déjà dans Dapaon. C'est beaucoup. Non, c'est des radios rurales. Ça ne porte même pas langue. Ils ne font que donner des nouvelles, des images. Rien sur le plan politique. Merci. La voix se robotise là, on vous saisit mal. Je dis, j'aimerais intervenir sur le changement à l'état-major. Je suis surpris que les gens soient contents. Vraiment surpris. Je me rappelle, quand on a injecté M. Ayassor, les gens traitaient comme si c'était lui qui était l'épine des Togolais. Mais après qu'il soit parti, rien n'a changé. Quand le président en perte de vitesse, il trouve des superfuges pour se donner un nom parce qu'il n'est pas bien placé. C'est juste pour ça. Hein? Sinon, rien ne va changer. On connaît ce monsieur. En fait, avec quel terrain il a régné dans le Dakar. Donc, il ne pourra rien faire, sinon faire la même chose que son prédécesseur. Okay. Oui, donc, de toute façon, la presse sera là pour en parler, comme on avait relayé ce qu'on lui reprochait comme préfet dans le Dangpen. Merci. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est Pelé. Pelé, allez-y. Oui, je salue le plateau. Merci. Bon, pour la nomination, je pense que c'est une bonne chose. C'est le chef d'État qui a tout le pouvoir. Est-ce que lorsqu'il a tout le pouvoir et qu'il y a des choses qui se passent et il y a des désordres, est-ce qu'il sera responsable? Ceux qui ont posé cette date-là qui seront responsables. Ça aussi, c'est une préoccupation. Si toute cette nomination-là peut installer la démocratie et l'état de droit de l'homme au Togo, pas de souci. C'est le souhait de tous les Togolais. Tous ces gens-là qu'on vient de faire partie et tous ces gens qu'on vient de nommer sont des Togolais. Nous sommes pour. Mais on veut l'instauration d'état de droit. Merci.
Je vous en prie, pour ce qui concerne l'État même, le Togo même comme démocratie, les FDR qui étaient en Conseil national en ont également parlé. Didier Assogba, vous avez même fait un papier sur les propos du président Apevon des FDR sur l'état de notre démocratie au Togo. Oui, Apevon a été sans détour. Hein. Pour lui, le Togo n'est pas une démocratie. Le Togo est une dictature incarnée par une minorité. C'est selon ces déclarations de samedi dernier. Et il a retracé un certain nombre de faits. Il a parlé des élections législatives de décembre 2018 qui ont été organisées de façon unilatérale selon lui, et avec le parti au pouvoir qui aurait coopté ses amis pour être à l'Assemblée nationale. Apevon qui finit d'ailleurs par demander l'organisation d'un dialogue national, d'un débat national pour aboutir à la dissolution de l'Assemblée nationale actuelle pour repartir sur de nouvelles bases. Il a également critiqué la façon dont est intervenue la modification constitutionnelle qui a permis aujourd'hui d'avoir les institutions qu'il y a, la constitution qu'il y a aujourd'hui au niveau du Togo. Apevon a critiqué un certain nombre de choses, notamment l'affaire dont nous parlons actuellement, l'arrestation et la détention donc des responsables de la dynamique Monseigneur Kwadjuro, qui conteste l'élection présidentielle. Donc pour lui, on ne pourrait pas arrêter des hommes politiques pour des faits similaires. Il a parlé de beaucoup de choses, de l'affaire Petrol Gate, avec des gens. Apevon qui a dit quelque chose d'intéressant au sujet de la justice. Il dit que la justice sert juste d'un instrument pour le pouvoir, pour réprimer les voix dissidentes de l'opposition, alors que des membres du pouvoir commettent des faits plus graves criminels et qu'on laisse courir dans la nature comme ça. Merci. Apevon également, dont le correcteur dit que Maître Apevon qui demande de sortir de l'incantation de l'union de l'opposition pour construire une vraie opposition. Demain, j'espère que nous on aura beaucoup plus de temps pour revenir sur les actes de ce Conseil national des forces démocratiques pour la République. Oui, Jacques. Vous savez, Apevon, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il faudrait aujourd'hui qu'il sorte effectivement de ce carcan des discours pour aller au Congrès. C'est-à-dire, aujourd'hui, Mme Madiamagbo et Gérard sont actuellement en difficulté. Il faudrait cesser ces déclarations et voir comment sortir d'abord ces concitoyens-là de cette situation. Cessons d'aller, par exemple, sortir des communiqués, aller sur des médias pour critiquer, mais il faut vraiment aller au fond pour sortir effectivement ces compatriotes. Œuvrer activement pour que Adjamagbo, Johnson et Jossou sortent de prison. C'est et important. Ensuite, le débat sera d'autant plus riche. On pourra faire nos palabres. Merci, mais on devra s'arrêter aussi aujourd'hui. Juste le temps de recueillir vos cartons de fin d'émission. Ali Romorou Tchakala. Non, carton rouge à la Fédération togolaise de football. Parce que tout est en hibernation, rien ne marche, et puis cela se ressent au niveau continental où nos deux équipes, Asco de Kara et Unisport de Sokodé, ont été sèchement éliminés au tour préliminaire. Ce qui dénote vraiment de l'état d'esprit au sein de notre football. Pour cela, carton rouge à la fédération. Ça, c'est signé Tchakala. Quant à vous, Didier? Je vais donner un carton vert, c'est pas à mon habitude, à un jeune frère il s'appelle Top Mode Couture, qui nous aide de temps en temps à être élégant. Qui vous habille? Laissez-vous dire c'est élégant. Qui m'habille personnellement. Donc carton vert à Top Mode Couture. Merci Jacques Jacouti. Un carton vert au ministère de la Sécurité, surtout les agents qui sont là, qui délivrent souvent les laissez-passer aux concitoyens. C'est-à-dire que c'est des gens qui travaillent souvent jusqu'à 20 heures pour délivrer les laissez-passer aux citoyens qui veulent voyager. Carton vert effectivement à ces agents du ministère de la Sécurité, et à la tête où se trouve un certain Tchakoura. Merci. Carton vert à vous qui nous avez suivis un peu partout, vous qui avez réagi, ceux qui ont pu appeler, ceux qui n'ont pas pu également, vous qui émettez également des critiques qui nous amènent à nous améliorer au jour le jour. En tout cas, c'est notre espoir. Carton vert à vous tous. Bon début de cette nouvelle semaine. On se retrouve demain mardi à 11h, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien. D'ici là, encore une fois, chérissons la vie, célébrons la vie.